Hello, everyone, and welcome to Behind the OR, the Peter Surgical Podcast channel, where we invite experts to reveal to us what's happening behind the closed doors of the operating room. Together, we will explore surgeries and procedures and discover more about a surgeon's life in their daily mission. Take off your gloves, take a breath, and let's talk Behind the OR. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Hassan Tepar, chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Dans notre précédente capsule, je vous racontais un peu le cheminement qui m'avait amené jusqu'à l'idée même de monter un centre de chirurgie cardiaque. Une fois à Tanger, il a fallu évidemment analyser puis comprendre l'environnement socio-culturel et professionnel auquel je serais non pas confronté, ce qui sous-entendrait un contexte négatif, mais disons plutôt dans lequel j'aurais à évoluer. Bien qu'étant un pur produit du système hospitalier français et croyant dur comme fer à l'utilité des soins publics, mon équivalence de diplôme ne m'ouvre pas les portes des hôpitaux publics marocains. Au Maroc, les prestations sociales ne sont pas encore celles d'un État-providence. Bien que calqué sur le système français de la sécurité sociale, le système de soins marocain ne peut avoir pleinement les moyens de ses ambitions. Le secteur de la santé au Maroc est organisé comme suit. Alors, les médecins sont sous la tutelle, évidemment, d'un conseil de l'ordre national, lui-même représenté par ses différentes délégations régionales. En termes de moyens, on compte 1 lit pour 1000 habitants, alors qu'en France, c'est 5,5 lits pour 1000 habitants. Les 2 tiers des lits sont dans le secteur public, le tiers restant dans le secteur privé. Il y a à peu près autant de médecins dans le secteur public que dans le secteur privé. On décompte 7,1 médecins et 9,4 infirmiers ou infirmières pour 10 000 habitants, soit 16,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants, lorsque l'on sait que le minimum requis par l'OMS pour la mise en place d'une couverture médicale universelle est de 44,5 pour 10 000 habitants. Comparativement en France, on est plutôt sur 34 médecins et 112 infirmières ou infirmiers pour 10 000 habitants, soit 146 professionnels de santé pour 10 000 habitants. L'assurance médicale obligatoire, aussi appelée AMO, a tendance à se généraliser en essayant de fusionner les prestations sociales dont bénéficiaient les affiliés aux caisses de profession libérales et des fonctionnaires. Elle couvre ainsi donc de plus en plus les personnes n'ayant pas les moyens de cotiser. Les maladies chroniques et les affections de longue durée sont elles aussi prises en charge dans leur quasi-totalité. La chirurgie cardiaque est peut-être la spécialité la mieux remboursée. Alors, selon le régime d'affiliation, les patients sont couverts de 90 jusqu'à 100%, ce qui est une vraie aubaine vu le coût des soins. Une fois ces données en tête, on comprend assez rapidement que l'environnement sanitaire n'est pas le même, qu'on est sous-doté en ressources aussi bien matérielles qu'humaines. Si on s'intéresse maintenant au concept spécifique de la Heart Team, il est primordial de définir les acteurs qui vont prendre part au parcours du patient. Par ordre chronologique dans l'histoire de la maladie, tout d'abord les cardiologues, puis les chirurgiens et les médecins anesthésistes réanimateurs, mais aussi les professions paramédicales. Les cardiologues en premier. Alors, la cardiologie médicale au Maroc était répartie en 2023 comme suit. À l'échelle nationale, il y a 1132 cardiologues, soit un ratio de 30 par million. On décompte 503 cardiologues dans le secteur public et 629 cardiologues dans le secteur privé. À titre de comparaison, en France, en 2022, il y avait 7400 cardiologues pour 68 millions d'habitants, soit un ratio qui est de 110 cardiologues par million d'habitants. Aux États-Unis, ce ratio monte jusqu'à 142 par million. Au Royaume-Uni, on est plutôt sur 25 par million. Et en Égypte, on est plutôt sur 20 par million. À l'échelle régionale, en tout cas de la région nord du Maroc, on est plutôt aux alentours d'un ratio de 24 cardiologues par million d'habitants, avec 61 cardiologues dans le secteur public et 48 cardiologues dans le secteur privé. Les sociétés savantes existent dans toutes les spécialités, sont très actives. Les cardiologues, on va dire, sont les premiers de la classe avec des instances aussi bien nationales que régionales, des assises nationales mensuelles, des collèges nord et sud biannuels et plusieurs manifestations scientifiques thématiques tout au long de l'année. Qu'en est-il des chirurgiens cardiovasculaires cette fois ? Alors en 2023, le ministère de la Santé marocain recensait 89 chirurgiens cardiovasculaires dans le secteur public et 42 dans le secteur privé.
pour 38 millions d'habitants, soit un ratio de 3,5 chirurgiens cardiovasculaires par million d'habitants. Alors il est à noter toutefois que tous les chirurgiens étiquetés cardiovasculaires n'exercent pas nécessairement en chirurgie cardiaque. Certains, faute d'opportunités ou par manque de formation, se sont plutôt orientés vers une activité de chirurgie vasculaire. Donc à titre de comparaison, en France, on est plutôt sur un ratio de 7,9 chirurgiens cardiovasculaires par million d'habitants. Aux États-Unis, on est sur un ratio qui est à 11. Au Royaume-Uni, on est sur un ratio qui est plutôt aux alentours de 4. En Arabie Saoudite, pareil. Et en Égypte, plutôt sur un ratio de 2 chirurgiens cardiovasculaires par million d'habitants. Dans la région nord du Maroc, on décompte 4,5 millions d'habitants. On compte 3 équipes compétentes en chirurgie cardiaque, dont 2 dans le privé et 1 dans le public, dont le chirurgien se détache une part d'activité dans le privé. Ces 3 équipes réunissent 6 à 8 chirurgiens, dont seulement 3 seniors. Il n'y a pas de réelle activité de chirurgie cardiaque congénitale, ou alors vraiment quelques rares cas, on va dire entre guillemets simples. La Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire est peut-être la dernière de sa classe. Il n'y a pas de réelle représentation depuis l'épidémie de Covid, un organigramme très opaque et quasiment aucune manifestation scientifique depuis presque 5 ans. Les événements thématiques très discrets qu'on peut retrouver sont souvent organisés par des associations de malades ou par des chirurgiens à titre individuel et elles se comptent vraiment sur les doigts de la main. Si on s'intéresse maintenant aux anesthésistes réanimateurs de chirurgie cardiovasculaire. En 2023, le ministère de la Santé marocain recensait 569 anesthésistes réanimateurs dans le secteur public et 523 dans le secteur privé. Ce qui fait un ratio à l'échelle de la population marocaine, donc à l'échelle nationale, de quasiment 29 anesthésistes réanimateurs par million d'habitants. À titre de comparaison, on est plutôt sur un ratio à 176 par million en France, à 200 par million d'habitants aux États-Unis et plutôt à 148 par million pour le Royaume-Uni. En Arabie Saoudite, on va être plutôt sur un ratio à 41 et en Égypte, un ratio à une cinquantaine d'anesthésistes par million d'habitants. Nous sommes tous d'accord que tout anesthésiste réanimateur n'a pas une valence cardiovasculaire par essence ou par nature. On pourrait presque faire le parallèle avec la chirurgie générale. Tout comme la chirurgie cardiovasculaire est une surspécialité chirurgicale, l'anesthésie-réanimation en chirurgie cardiaque est également une surspécialité. La gestion périopératoire d'un patient cardiovasculaire, que ce soit de la préparation à l'intervention, à l'induction, à la conduite de l'anesthésie sous CEC, notamment le sevrage et le contrôle échographique du geste chirurgical et du recouvrement du fonction myocardique ad intégrum, jusqu'au réveil et à la gestion post-opératoire de l'hémodynamique sont autant de compétences spécifiques qui ne s'acquièrent qu'au sein d'une AR team dédiée à la prise en charge médico-chirurgicale cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est au Maroc ? Peu nombreux sont les médecins anesthésistes réanimateurs dédiés à une activité de CCV. Cependant, leur formation n'a vraiment rien à envier aux formations européennes ou nord-américaines. Dans la région nord du Maroc, on peut considérer que la démographie de sa surspécialité est vraiment en fait calquée sur celle des équipes chirurgicales en place. Aucune CEC ne peut être réalisée sans un perfusionniste ou un technicien de perfusion. Alors ces travailleurs de l'ombre n'ont pas de statut professionnel à proprement parler. Il s'agit d'une profession non reconnue statutairement, à laquelle sont néanmoins déléguées beaucoup de responsabilités avec un niveau de prise de risque très élevé. Alors, les profils de ces professionnels restent très variables. Cela va de l'infirmier anesthésiste à l'infirmier de bloc opératoire et plus rarement au médecin. L'accès à la profession reste difficile. Il s'agit d'une vraie niche professionnelle. La formation initiale va réellement dépendre du bon vouloir des chirurgiens ou des anesthésistes réanimateurs qu'on va croiser au bloc opératoire. La formation théorique en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni n'était pas strictement obligatoire, mais a tendance à le devenir grâce au cadre instauré par les différents diplômes universitaires qui existent et plus récemment par la création d'un master spécialisé dédié. La formation pratique valide l'enseignement théorique grâce à un compagnonnage et à un operative logbook solo où le perfusionniste en formation va devoir valider un certain nombre de procédures adultes et pédiatriques dans des centres de chirurgie cardiaque agréés. Il existe aussi des outils basés sur le principe de Sears Games qui sont aussi mis à disposition, tels les simulateurs de CEC, les simulateurs d'ECMO, etc.
Qu'en est-il au Maroc? Alors cette compétence, elle est beaucoup plus rare. Il n'y a pas de réel recensement de cette profession. En effet, le peu de techniciens formés le sont dans le système public et suivent parfois les chirurgiens dans le privé. Alors bien qu'il existe une société savante de perfusion ici au Maroc, il n'existe pas de réel corporatisme, mais plutôt un très grand individualisme. Ce domaine va rester en fait une chasse gardée. Il est très difficile de se former et encore moins d'être accompagné par un perfusionniste expérimenté pour qui le technicien en formation en fait, va représenter un potentiel concurrent. Alors il est également difficile de fidéliser un perfusionniste. Pourquoi? Leur rémunération étant à l'acte, donc sans recrutement d'emblée élevé ou suffisant, le technicien de perfusion en fait, va préférer rester sur un mode de mercenaire plutôt que de prendre un poste au sein d'une équipe, ce qui ne va pas sans poser bien sûr des problèmes de sécurité. Quid de la disponibilité en cas de reprise ou en cas d'indication urgente? Autre professionnel impliqué, les infirmiers de bloc opératoire. Alors les infirmiers de bloc opératoire en chirurgie cardiaque sont des profils qui, au-delà d'une compétence d'instrumentation spécifique, doivent être aptes à anticiper et réagir aux situations d'urgence vitale, qui sont très fréquentes, aussi bien thorax ouvert qu'en périopératoire, que ce soit un arrêt cardiaque à l'induction anesthésique, comme une complication de cannulation, comme un saignement post-opératoire. Leur formation, elle va découler idéalement d'une formation théorique et pratique, générale à travers un cursus universitaire validant en 2 années supplémentaires. Bien sûr, ils vont passer en chirurgie viscérale, en orthopédie, en chirurgie vasculaire, avant de se surspécialiser en chirurgie cardiaque à l'occasion d'un passage dans la spécialité. Bien que la formation d'IBOD soit très encadrée légalement, plusieurs passerelles existent permettant à des infirmiers non IBOD, mais avec plusieurs années d'expérience, d'exercer sur le champ opératoire. Encore une fois, qu'en est-il au Maroc? Cette compétence, elle est très rare. Les instituts ou écoles d'IBOD n'existent pas vraiment, ou alors sont vraiment au stade embryonnaire. C'est tout juste s'il existe des instituts de formation de soins infirmiers de base. La plupart des infirmiers de bloc opératoire en chirurgie cardiovasculaire, souvent sans aucune connaissance cardiovasculaire de base, sont formés par les chirurgiens. Cette compétence acquise, certains infirmiers ou infirmiers n'hésiteront pas à changer d'équipe en se mettant à la disponibilité du plus offrant. Tout comme leurs équivalents chirurgicaux, les infirmiers anesthésistes doivent être à même de répondre aux situations engageant en périopératoire le pronostic vital du patient. Ils forment un véritable binôme avec le médecin anesthésiste réanimateur et doivent pouvoir pallier à son absence éventuelle en salle opératoire. Alors, qu'en est-il vraiment de façon pratique au Maroc? Leur formation, elle est très généraliste et elles n'ont souvent qu'une très mauvaise appréhension de l'hémodynamique du patient cardiovasculaire, même hors CEC. Alors, plusieurs années au sein d'une équipe à haut débit opératoire sont forcément nécessaires pour rendre un IAD autonome et pouvoir lui confier un patient de l'induction anesthésique au sevrage de la CEC. Un aspect qu'on a souvent tendance à négliger lorsque l'on décide de s'installer quelque part, c'est les relations interprofessionnelles. Il y a quelques phrases qui m'ont marqué à travers toutes ces années passées à l'hôpital, dont 4 m'ont vraiment marqué. On ne peut pas plaire à tout le monde. La deuxième, c'est ami de tout le monde, ami de personne. La troisième, nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Et la quatrième, et c'est ma préférée, gentil, c'est pas un métier. Alors, elles sont toutes discutables et on peut les interpréter un peu comme on veut selon la situation et la contrariété du jour. Mais elles ont quand même une petite part de vérité. Il est de notoriété publique que certaines spécialités s'entendent entre elles moins bien que d'autres. Alors l'exemple le plus criant est l'opposition qui peut exister entre cardiologue interventionnel et chirurgien cardiaque. Cette guéguerre, initialement dans le choix des stratégies de revascularisation des cardiopathies ischémiques, s'est notamment accentuée depuis une quinzaine d'années avec l'avènement des traitements percutanés des valvulopathies aortiques, mitrales, puis plus récemment tricuspides. Néanmoins, ces spécialités restent très complémentaires. Elles peuvent se perpétuer l'une sans l'autre, avec notamment des profils médico-chirurgicaux de plus en plus transversaux. Le patient est référé par un cardiologue à un chirurgien cardiaque sur la base d'une indication codifiée définie par des recommandations savantes de prise en charge. Alors ce mode de fonctionnement, lorsqu'il est respecté, permet d'éviter les errances diagnostiques et les retards de prise en charge dans les pays dont les systèmes de santé sont suffisamment développés. A contrario, dans des pays n'offrant pas encore de carte sanitaire efficiente, le patient peut errer très très longtemps avant que son cardiologue ne lui propose une prise en charge chirurgicale avec des pathologies arrivant parfois à des tableaux historiques qu'on rencontre même plus en Europe ou en Amérique du Nord par exemple. Plusieurs facteurs sont à déplorer. Alors le remboursement insuffisant des prises en charge chirurgicales et ou une mauvaise couverture sociale,
un nombre insuffisant d'équipes chirurgicales, un manque de compétences chirurgicales, il ne faut pas se voiler la face, un suivi périopératoire insuffisant et malheureusement aussi un clientélisme rémunéré entre certains cardiologues et certains chirurgiens. Le Maroc étant un pays en pleine révolution sanitaire, ne déroge à aucune de ces situations dans sa transition actuelle. La relation liant les chirurgiens cardiovasculaires et les médecins anesthésistes réanimateurs est tout autre. En effet, différemment d'une relation de correspondant, il s'agit d'une relation de binôme. Le chirurgien cardiovasculaire ne peut réaliser son intervention sans une gestion périopératoire du patient dans sa globalité. Toute la stratégie de la prise en charge chirurgicale est discutée point par point, que ce soit les antécédents, les comorbidités, la gestion des traitements médicamenteux, la planification du geste dans sa temporalité, l'adaptation du geste au terrain du patient, les éventuelles complications. Tout comme un pilote et son copilote établissent un plan de vol avant de faire voler l'appareil, aucune éventualité ne doit être écartée, des solutions à chacune doivent être anticipées. Après avoir évoqué les relations interprofessionnelles, donc entre les différents acteurs de la prise en charge du patient, il est intéressant aussi de s'arrêter à l'aspect culturel qu'il peut y avoir dans la relation médecin-patient ici au Maroc. Les patients au Maroc ont cette particularité qu'ont beaucoup de patients méditerranéens, la promiscuité. Alors en tant que médecin, eu égard à votre fonction et votre statut très respecté, vous faites partie maintenant de la famille. Alors une relation distanciée va être quasi impossible à tenir. Ça a évidemment des inconvénients. Une disponibilité sans faille qui, au moindre accroc, peut faire fuir le patient vers un autre praticien. Ayez un numéro de téléphone professionnel dédié. N'hésitez pas à exiger, de façon courtoise évidemment, de n'être appelé que par le patient ou par un de ses référents. Toujours le même, pour pas que les informations et les consignes ne se diluent par la multiplicité des interlocuteurs. Deuxième inconvénient, l'implication émotionnelle. Elle va être beaucoup plus importante. Par ailleurs, et sans aucun jugement, il faut savoir appréhender le niveau socio-éducatif des patients et de leurs familles. Dans un pays comptant encore 30% de population analphabète, et plus particulièrement dans les couches rurales ou défavorisées où ce chiffre avoisine plus les 60-70%, une communication claire, loyale et adaptée est plus que nécessaire. Beaucoup de praticiens utilisent encore un langage trop médical et ou scientifique, rarement à la portée des patients et de leurs proches, ce qui peut être une source d'incompréhension, d'erreurs quant au suivi des consignes ou des traitements, de retard de prise en charge. Il faut prendre le temps, à chaque moment du parcours de soins, de la première consultation préopératoire au suivi post-opératoire, d'expliquer, de rassurer et surtout de s'assurer de la bonne compréhension des informations délivrées. Alors pour les ordonnances d'examen complémentaires ou de traitement, n'hésitez pas à les délivrer en version bilingue. Pour ma part, je les fais en français et en arabe, de même que pour vos comptes rendus opératoires et vos comptes rendus d'hospitalisation. Encore mieux, vous pouvez aussi enregistrer vos ordonnances type et vos recommandations les plus courantes au format audio que vous transmettrez à vos patients. Cela peut paraître bête à répéter ou un peu condescendant, mais après avoir observé le savoir-être de certains confrères qui manquent sensiblement de patience et de clarté, c'est à vous de vous adapter au niveau de compréhension du patient, et non le contraire. Après avoir compris et analysé l'environnement socio-professionnel, la prochaine étape va être celle du casting. S'entourer des bons collaborateurs reste primordial. En tout cas, j'aurai vraiment le plaisir de vous en parler en détail dans une prochaine capsule de Behind the OR. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Let's meet at EX 2024 in Lisbon on the booth 230 to discover more about surgery, education, and innovation.